Bienvenue sur National Geographic Channel. Chaque semaine, je vous ouvre les portes des prisons américaines. Bienvenue dans la prison d'Estrella en Arizona. A priori, les conditions sont moins pires qu'ailleurs. Le soleil, une prison à ciel ouvert, mais l'été, la température peut atteindre 60 degrés. Et là, comment s'en faire? Retrouvez-moi à la fin de cet épisode pour avoir mon avis sur la question. Dans le désert de l'Arizona se trouve une prison pas comme les autres. C'est la plus dure d'Amérique. Ici, les voleurs à l'étalage doivent partager des tentes avec des assassins. Ne manque jamais de respect à un autre détenu. Entre détenus et surveillants, les affrontements sont quotidiens. Dans cet environnement hostile règne une tension permanente et une flambée de violence est possible à chaque instant. Bienvenue en Arizona, dans l'enfer de la prison à ciel ouvert. Phoenix, Arizona. Le système pénitentiaire du comté de Maricopa compte parmi les plus grands et les plus stricts des États-Unis. Les 6 prisons de la ville de Phoenix accueillent près de 10 000 détenus et chaque jour, il y a de nouveaux arrivants. Or, le nombre de prisonniers dépasse celui des cellules disponibles. Pour résoudre ce problème de surpopulation carcérale, le shérif Joe Arpaio a décidé d'héberger une partie des détenus dans des tentes. J'aurai toujours de la place. Je préfère mourir plutôt que de les laisser sortir avant la fin de leur peine. S'il le faut, je ferai installer des tentes jusqu'au Mexique. C'est un message aux criminels. Ici, le shérif est prêt à tout. La prison Estrella se trouve au milieu du désert et 2000 détenus y sont hébergés dans des tentes en toile. À la différence des autres établissements pénitentiaires de Phoenix, où les prisonniers sont confinés dans des cellules exiguës, chacun peut ici profiter du grand air. Mais c'est bien là le seul avantage. En été, la température peut atteindre 60 degrés sous les tentes. Et pour réduire les coûts, les détenus sont privés de beaucoup de choses. Ici, pas de sucre, ni de sel, de poivre ou de café. Le tabac est strictement interdit. Sans cellules ni barreaux pour contenir des détenus potentiellement violents, les surveillants imposent par la force une discipline quasi militaire. Messieurs, ici la discipline est stricte. On ne discute pas et on se montre toujours respectueux avec les surveillants. Quand vous nous adressez la parole, vous dites monsieur, madame ou chef. C'est compris? Oui, monsieur. Bien. Dans cette atmosphère, l'hostilité latente entre détenus et surveillants peut mener à des explosions de violence. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux juste savoir pourquoi on est là. C'est la fouille, c'est ça la prison. Au cours des 10 dernières années, de nombreux détenus et surveillants ont été blessés dans le comté de Maricopa. Les décès de 4 prisonniers ont notamment suscité de vifs débats dans les médias régionaux et nationaux. Dans le quartier des tentes, la plupart des détenus purgent une peine de moins d'1 an pour des délits tels que possession de drogue ou agression. En cas de faute disciplinaire, ils risquent d'être mis au confinement dans une cellule en dur, ou encore de se voir transférés dans une prison d'État avec une condamnation alourdie. Ryan Merlina, 19 ans, est arrivé aujourd'hui. Messieurs, quand vous entendez appeler votre nom, prenez vos affaires et avancez. Merlina. Je ne sais pas à quoi comparer cette prison. C'est pourri ici. Je crois que ça va être difficile. Ryan Merlina a été condamné pour contrefaçon, cambriolage et possession de méthamphétamine. Toxicomane depuis l'âge de 12 ans, il a passé une grande partie de son adolescence dans des centres de détention pour mineurs. C'est son premier séjour dans une prison pour adultes. Il a plaidé coupable en échange d'une réduction de peine, une condamnation de 6 mois sous réserve de bonne conduite. En cas de faute, il devra purger une peine de 12 ans dans une prison d'État. Tu t'attendais pas à ça? Non. C'est ma dernière chance. Si je fais une bêtise, ici ou dehors, je prends 12 ans directement.
Survivre dans le quartier des Tentes va se révéler extrêmement difficile pour le jeune détenu. Ryan Merlina est ici entouré de criminels, condamnés pour des délits allant du vol à l'homicide involontaire. Les conditions de vie sont dures. Après avoir reçu un matelas et un drap, il va devoir partager une tente avec 20 autres détenus. Bienvenue aux tentes. Sa principale motivation pour sortir le plus vite possible, c'est son désir de voir son fils, né pendant qu'il attendait son jugement. Je pense beaucoup à lui et à ce qui risque de se passer si je ne change pas. J'ai grandi sans avoir de père. Et je veux pas qu'il lui arrive la même chose. Depuis peu, la mère de Ryan Merlina et sa petite amie ont rompu le contact à cause de sa toxicomanie. Dans la prison, il est désormais seul. J'ai été en prison très jeune et ma mère était toujours là pour m'aider. Mais cette fois, elle est plus là et ça fait une grosse différence. Je sais que si je fais une bêtise, elle viendra pas m'aider. Ceux qui sont maintenant les plus proches de Ryan Merlina n'ont pas forcément les meilleures intentions. La prison regorge de criminels endurcis, désireux d'entraîner les nouveaux arrivants dans le trafic de contrebande, la principale source de friction entre détenus et surveillants. Il existe en effet un marché noir florissant pour le tabac et autres produits interdits. La contrebande est introduite de l'extérieur de la prison ou jetée par-dessus la barrière de barbelés. Ensuite, l'absence de cloison facilite le trafic. C'est comme être policier dans une ville peuplée uniquement de criminels. Le sergent Mendoza a 10 ans d'expérience en tant que surveillant pénitentiaire, dont 2 dans le quartier des Tentes. Et ici, comme dans les autres prisons de Phoenix, la tolérance zéro est la règle. Vous mettez le t-shirt avant de sortir de la tente. Le sergent Mendoza est en première ligne dans la lutte contre la contrebande. Mais son autorité est constamment remise en cause par les gangs ethniques qui dominent la prison. Malheureusement, ici, tout est organisé en fonction de la race. Quand un nouveau détenu arrive, il est approché par quelqu'un de la même couleur de peau qui va lui expliquer les règles. Règle numéro 1. On ne se mélange pas. Chaque groupe a son territoire et aussi un surnom. Les Afro-Américains sont ainsi les kinfolk, la famille. Les Mexicains sont appelés paisas, les compatriotes. Et les Américains d'origine mexicaine, les Chicanos. Les Amérindiens sont les chefs, et les Blancs sont surnommés les Woods, les bois. Ces groupes affirment fournir une protection aux détenus, mais selon les surveillants, leur objectif est avant tout de maîtriser le trafic. Souvent, les chefs des gangs sont impliqués dans la contrebande. Malheureusement, dès que l'un d'eux est arrêté, il est tout de suite remplacé. Donc on essaye constamment de savoir qui tire les ficelles et eux tentent de cacher leur identité. C'est sans fin. Pour les nouveaux détenus comme Ryan Merlina, le groupe offre une certaine sécurité. Mais ce ne sont pas toujours les membres des gangs rivaux qui sont le plus à craindre. Celui qui ne respecte pas les règles du groupe s'expose en effet très vite à des représailles. Pour une infraction mineure, comme une insulte, cela peut être un coup de poing au visage. En cas de faute grave, comme le non-remboursement d'une dette, le détenu est passé à tabac par 3 ou 4 membres du gang, voire plus. L'emprise des groupes raciaux menace ainsi la discipline imposée par les surveillants. Ce sont des criminels et il faut se méfier en permanence. Là, tout a l'air calme dans la cour, mais ça peut basculer en un instant. On a déjà eu des incidents ici. Les détenus ont même déjà pris le contrôle. En 1996, une violente émeute a éclaté dans le quartier des Tentes. L'élément déclencheur aurait été l'utilisation par un surveillant d'une bombe lacrymogène contre un détenu. La situation a rapidement dégénéré. 7 gardiens ont été pris en otage. 2 tentes ont brûlé et il a fallu 3 heures aux forces de l'ordre pour reprendre le contrôle de la prison. En cas de violence, c'est une unité lourdement armée qui intervient. Le SORT, acronyme signifiant en anglais « Équipe d'intervention spéciale ». Le sergent Herbie commande l'une de ces 4 unités qui interviennent quotidiennement dans les prisons de Phoenix. On nous appelle quand la situation est hors de contrôle.
Par exemple, ça peut être une bagarre opposant 20 à 30 détenus dans une section. L'équipe du sergent Herbie, forte de 7 hommes, intervient également lorsqu'un surveillant est agressé. Mon boulot, c'est de faire régner l'ordre. Et faire régner l'ordre, pour les membres du SORT, c'est maîtriser la situation. L'unité spéciale dispose d'un redoutable arsenal d'armes non létales. Taser, bombes lacrymogènes et autres. Ce que je tiens dans la main, c'est une grenade de désencerclement qui contient environ 80 projectiles. Les membres du SORT suivent un entraînement rigoureux. À tout moment, ils peuvent être appelés pour reprendre le contrôle d'une cellule ou d'un établissement en prise à une émeute. À terre! À terre! Allez, allez, allez! Y a-t-il eu des cas de force excessive? Je dirais que la direction a parfois estimé que c'était excessif. Moi, je ne pense pas que c'était excessif. Mais la direction aussi. Donc ça l'était. Vous voyez ce que je veux dire? Les co-détenus de Ryan Merlina donnent leur avis sur le SORT. Des fois, ils retournent complètement une tente. Et ils ont des flingues. Ouais. Et ils ont des flingues. Leur dites pas que j'ai dit ça. Ils vont me choper. Ils rigolent pas, c'est clair. Ils viennent ici avec des gilets pare-balles et tout leur barda. Je sais pas de quoi ils ont peur. Ils ont des tasers, des fusils à pompe pour tirer le gaz lacrymogène. Ils rigolent pas. Et ça leur pose pas de problème de nous mettre le canon sous le nez. L'année dernière, un jeune s'est pas levé assez vite. Ils l'ont attrapé, un à l'épaule et un à la jambe, et ils l'ont jeté par terre. Ensuite, ils lui ont mis les menottes et ils l'ont jeté en dehors de la tente. Ils l'ont bien amoché. Si Ryan Merlina est entraîné dans des activités illégales, c'est au SORT qu'il aura affaire. Or, les ennuis risquent de venir à lui, qu'il le veuille ou non. À la fin de sa première journée de prison, Ryan Merlina retourne à sa tente, où l'attend le gang ethnique blanc. Ses membres sont prêts à l'accueillir officiellement au sein du groupe. C'est la prison la plus dure d'Amérique. Ryan Merlina est présenté au chef, dit la tête, et au responsable de la discipline, dit la torpille. Leur identité doit rester secrète, car diriger un gang ethnique est interdit par le règlement de la prison. Si tu parles mal aux matons, ils vont retourner la tente et les autres vont t'en vouloir. Les matons ont des tactiques pour nous diviser. C'est leur manière de nous punir quand on fait une connerie. Ils te font passer pour le méchant, ils retournent la tente et après tout le monde t'en veut. Alors ne manque jamais de respect à un autre détenu. Ryan Merlina apprend les règles non écrites de la prison. S'il ne les respecte pas, c'est tout le gang qui se retournera contre lui. T'es pas un gamin, t'es un adulte. Tu sais ce que t'as à faire. J'aime bien ta coupe de cheveux. Merlina se trouve ainsi confronté à 2 codes de conduite incompatibles, celui des surveillants et celui de ses co-détenus. Et s'il ne réussit pas à satisfaire tout le monde, les conséquences risquent d'être catastrophiques. Le lendemain, à 5 h du matin. Debout tout le monde, c'est l'heure. Un surveillant vient réveiller Merlina et le presse de quitter la tente. On va au boulot. Viens avec moi. Dans le quartier des tentes, tous les détenus ont un travail. Et Ryan commence le sien aujourd'hui. Numéro 21-13. Tu suis le monsieur. Ryan va distribuer les rations de nourriture dans la prison Towers, située juste en face du quartier des tentes. Or, ce travail implique des tentations qui pourraient pousser le jeune détenu à la faute. Beaucoup de détenus vont me demander du rab. Mais si je le fais, je risque de finir au trou. Donc je peux pas. À la différence des détenus du quartier des tentes qui ont tous été condamnés, 70% de ces prisonniers attendent encore de passer en jugement. Pourtant, la discipline est encore plus stricte ici.
Ryan Merlina va se trouver confronté à des détenus agressifs qui ne peuvent quitter leur cellule exiguë qu'1 heure par jour. Ils sont ici pour des motifs divers, de la conduite sans permis à l'agression à main armée. Pour obtenir davantage de nourriture, certains détenus vont recourir à la menace ou encore essayer d'acheter Ryan. En tant qu'ancien toxicomane, celui-ci risque d'avoir des difficultés à résister aux tentations. Pour réduire les coûts, la prison ne fournit que 2 repas par jour, des surplus de nourriture souvent périmés. Le bureau du shérif déclare officiellement dépenser 40 cents par jour pour nourrir un prisonnier, contre 1,40 $ pour un chien policier. Un co-détenu explique à Ryan à quoi il peut s'attendre durant la distribution. Ils ont droit à une bouteille de lait et un sac, c'est tout. Ils vont réclamer, pleurer, cacher leur lait en disant qu'ils n'en ont pas eu. Ryan Merlina tente de se préparer psychologiquement. Pour assurer l'ordre, les détenus doivent se présenter à la porte sur une seule file. Un surveillant vérifie alors soigneusement leur identité, de façon à ce que chacun ne reçoive qu'une seule ration. T'es dans quelle cellule? La 11. Au départ, tout se passe bien, sous l'œil vigilant du gardien. Mais dès que le surveillant tourne le dos, un détenu tente sa chance. Eh, donne-moi un sac de plus! Je peux pas, mec. File-moi un peu de thunes! Je peux pas. Merlina a réussi la première épreuve, et tout semble calme pour le moment. Pourtant, à quelques mètres de là, le sergent Herbie et son équipe se préparent à mener une fouille surprise. Ne provoquez personne. Des fouilles aléatoires ont lieu régulièrement dans les prisons du comté. Ils cherchent des armes et des produits de contrebande, le marché noir étant la principale cause de violence entre détenus. Pas de brutalité. Quand le sergent Herbie donne le signal, On y va. son équipe intervient. À terre! À terre! L'un des surveillants a tiré une balle incapacitante, une charge à blanc. Le bruit assourdissant et l'éclair de lumière doivent désorienter momentanément les détenus pour les empêcher de résister. Dépêche-toi, à terre! Baisse la tête! Baisse la tête! Les mains sur la tête. Fais-le descendre. Le SORT utilise la surprise pour les prendre au dépourvu. La balle incapacitante attire leur attention, tout le monde va au sol et on maîtrise la situation. De nombreux détenus trouvent ce déploiement de force excessif. Mais pour le sergent Herbie et son équipe, c'est la situation qui l'exige. Les mains sur la tête! On ne parle pas. Notre philosophie, c'est la tolérance zéro. On ne parle pas, on ne bouge pas. C'est nous qui maîtrisons la situation, sinon c'est le confinement. Ils doivent obéir. Tu bouges quand je te dis de bouger. Tu parles quand je te dis de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Écarte les jambes. Une fois les détenus maîtrisés, les surveillants se déploient pour fouiller chaque cellule. Ils cherchent notamment du tabac, de la drogue et l'équipement nécessaire pour en fumer. On a déjà trouvé des petites pipes en verre dans des récipients comme ça. Au premier coup d'œil, on ne remarque rien. Il faut regarder à la lumière. L'agent Spaulding fait partie de l'unité du sergent Herbie depuis 1 an et demi. Il y en a un qui descend. 14! Les mains sur la tête! Garde ton caleçon, je veux rien voir. Enlève ton t-shirt. La surveillante sait que tenir en respect près de 100 détenus est dangereux et elle prend ses responsabilités au sérieux. Le sergent Herbie veut la tolérance zéro. Et on l'applique. Chaque recoin de la cellule doit être minutieusement inspecté, car même un objet anodin comme une bouteille en plastique peut se transformer en arme redoutable.
Des fois, ils prennent le produit de nettoyage et ils nous le jettent dessus, surtout l'eau de Javel. Et tout ce qui n'est pas dans son récipient original est considéré comme de la contrebande. Les détenus trouvent constamment de nouvelles ruses. Ils prennent une lame de rasoir et ils la coincent là. Et ils la fixent avec un élastique. Et ça leur sert de couteau pour attaquer quelqu'un qui ne s'y attend pas. Parmi les objets confisqués aujourd'hui, une bouteille d'alcool de fabrication artisanale obtenue à partir de fruits fermentés, de pain et de sucre introduits clandestinement. Les détenus prennent tout ce qu'ils peuvent trouver de sucré. Ils ajoutent du pain, ensuite les fruits fermentent et on obtient de l'alcool. Mais les rares personnes que je connais qui en ont bu m'ont dit que ça peut rendre malade. Pour le sergent Herbie, cette découverte confirme que le trafic reste florissant, ce qui signifie que la violence risque toujours d'éclater à chaque instant. Les surveillants ne peuvent donc pas se permettre de relâcher la pression. Edward Ramirez est habitué aux fouilles. C'est son 4e séjour ici. Il a notamment été condamné pour vol et pour une agression envers le petit ami de son ex-femme. Il purge actuellement une peine de 4 mois pour avoir violé les termes de sa liberté conditionnelle. J'ai été en prison plusieurs fois. Pour agression aggravée, vol de voiture, contrefaçon, deal de drogue, détention illégale d'armes à feu. J'ai vécu dans la rue et j'ai été obligé de faire certaines choses pour survivre. Comme Ryan Merlina, Edward Ramirez a d'abord été incarcéré dans le quartier des Tentes. Mais en tant que chef d'un gang ethnique, il a été mis au confinement. Il doit désormais partager cette cellule de 7 mètres carrés avec 2 autres détenus, 23 heures par jour. C'est le confinement, on est 3. Voilà les toilettes, on mange ici et on dort ici aussi. C'est difficile, on a beaucoup de sautes d'humeur, même quand on s'entend bien avec ses codétenus. On s'énerve à force d'être coincé dans ce petit espace. Père de 4 enfants, Edward Ramirez dit avoir retrouvé l'espoir de reprendre un jour une vie normale grâce à une lettre de sa fille de 11 ans. Bonjour papa, tu me manques. Je suis triste parfois, mais je sais que je dois être forte pour les bébés. Alors je pleure dans ma chambre la nuit. Combien de temps tu dois rester au trou? Tu seras toujours dans mon cœur. J'espère que tu sortiras bientôt. La seule manière de sortir du confinement, c'est la chaîne de Forçat. Les détenus ainsi attachés doivent effectuer de longues heures de travail dans la chaleur du désert pour nettoyer le bord des routes ou creuser des tombes. Beaucoup de prisonniers ne le supportent pas et abandonnent. Pour la direction de la prison, c'est le programme de la dernière chance. Pour les détenus, c'est un enfer. Néanmoins, ceux qui tiennent plus de 30 jours gagnent le droit de quitter le confinement pour le quartier des Tentes. À quelques semaines seulement de sa libération, Edward Ramirez dit participer au programme uniquement pour prouver son désir de réhabilitation. Faire partie de la chaîne de Forçat, c'est une grande responsabilité. On doit se lever plus tôt, faire notre lit, ramasser les poubelles et servir la nourriture aux autres détenus. Edward Ramirez a déjà eu des problèmes avec la discipline par le passé. Et s'il désobéit aux ordres pendant le travail, il risque d'alourdir sa peine de plusieurs années. Ryan Merlina est maintenant incarcéré depuis une semaine. Âgé d'à peine 19 ans, il doit cohabiter avec des détenus parfois 2 fois plus vieux et 2 fois plus violents. Des bagarres éclatent couramment, le plus souvent au sujet de cigarettes ou d'autres objets de contrebande. Le tabac dans les tentes, c'est un problème. Parce que les gangs ethniques se disputent le droit de le vendre, de le faire entrer et de le garder. Pour le sergent Herbie et les autres surveillants, la lutte contre le trafic est un problème quotidien. Le quartier des Tentes compte environ 800 détenus, pour seulement 2 gardiens par moment. Les prisonniers les plus audacieux ont donc de nombreuses occasions d'introduire des objets interdits. Il y a des centaines de prisonniers qui vont travailler à l'extérieur du quartier des Tentes. Ils font du nettoyage et tout ce qu'ils trouvent par terre, ils peuvent essayer de le ramener. Pour espérer sortir dans 6 mois,
Ryan Merlina doit surtout éviter de participer au trafic. Ma stratégie, c'est de rester dans mon coin. Il y a quelques personnes à qui je parle, mais je veux rien devoir à personne. Je veux purger ma peine le plus vite possible. Ryan risque cependant de rencontrer des difficultés, car il a intégré le gang ethnique blanc. Ce groupe offre aux jeunes détenus une protection bienvenue dans l'espace ouvert du quartier détente, où il est très difficile de se cacher. Cependant, l'appartenance au gang est à double tranchant. Plusieurs membres du groupe participent en effet activement au trafic, et ils peuvent tenter d'y impliquer le nouvel arrivant. Aujourd'hui, un détenu surnommé Tripod a invité Ryan à se joindre à une partie de cartes. Les prisonniers misent habituellement des rations de nourriture et parfois de la contrebande. Si Ryan perd, il risque de se voir demander un service. Introduire clandestinement des objets interdits, par exemple. L'ambiance amicale se fait plus tendue lorsque Ryan commence à perdre. Il a changé la carte, mec. C'était pas celle-là au départ. Comment je peux savoir laquelle y était en premier? Personne n'a dit qu'on jouait dans les règles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Ce que Ryan ignore, c'est que Tripod est d'ores et déjà sous surveillance. La rumeur de la prison le désigne en effet comme l'un des principaux organisateurs du trafic de tabac. Vous êtes dans quelle tente? Celle-là. Vous n'êtes pas du bon côté alors? Non, monsieur. Très bien, avancez jusqu'à la clôture. Regardez Tripod. Ça va, mec? Qu'est-ce qu'il y a là? Les surveillants profitent de la moindre occasion pour fouiller Tripod. Rien d'autre? Non, monsieur. Vraiment rien? Non, monsieur. Dans les poches. Vous avez fumé? Faites voir vos mains. Des marques de nicotine sur les doigts peuvent trahir un détenu. On ne fume pas dans mes tentes, sinon c'est au trou. Si Merlina se laisse entraîner dans le trafic, la réduction de peine qui lui a été accordée sera annulée et il risque de se voir condamné à 12 ans de prison. Mais il n'est pas facile d'éviter les ennuis dans un tel environnement. Edward Ramirez pense avoir trouvé la solution en se portant volontaire pour rejoindre la chaîne de Força. Comme tous les détenus du comté, il commence sa journée en enfilant les sous-vêtements roses de la prison. Ceux-ci étaient auparavant de couleur blanche, mais selon le shérif Arpaio, les prisonniers les volaient. Les sous-vêtements ont donc été teints en rose, ainsi que les draps, les serviettes et les menottes. Ce choix de couleur surprenant a cependant une autre explication. Pourquoi des sous-vêtements roses? Parce qu'ils détestent le rose. Pourquoi est-ce qu'on devrait leur donner quelque chose qu'ils aiment bien? Donc les menottes sont roses, tout est rose. Un pas en avant. À 5 heures du matin, Edward Ramirez et ses co-détenus commencent le travail. Ils sont enchaînés aux chevilles pour restreindre leur liberté de mouvement et empêcher toute évasion. En avant, marche. Les détenus doivent apprendre 5 chants, dont le rythme les aide à marcher en cadence. Les paroles sont censées leur donner courage, tout en leur rappelant pourquoi ils ont été incarcérés. Les détenus vont travailler 8 heures durant par une chaleur de 37 degrés. Aujourd'hui, ils doivent nettoyer le bord d'une route qui longe l'université publique de l'Arizona, sous l'étroite surveillance de l'agent Parks. Il est armé d'un fusil à pompe pour maîtriser la situation en cas d'incident. Descendez du trottoir. Aucun contact avec les passants. Ne ramassez pas d'objets de contrebande et restez loin de la route et du caniveau. Une telle proximité avec des citoyens ordinaires présente des risques. Il ne doit y avoir aucune interaction avec les passants. Personne ne doit leur donner quoi que ce soit ramené à la prison. De la drogue, de l'alcool ou une arme. En tant que chef de la chaîne, Edward Ramirez a la charge de mener les chants et de s'assurer que tout le monde marche en cadence.
Or, il y a 6 nouveaux venus qui semblent rencontrer des difficultés. On a 6 nouveaux et ils ne savent pas encore comment marcher et tourner. La plupart d'entre eux rigolent au lieu de bosser. Et ils ne font pas attention à ce qui se passe. Ils ont plutôt l'air de s'en foutre. Chaque erreur de cadence oblige les hommes à recommencer. Edward Ramirez perd patience. Mais il ne peut se permettre la moindre altercation avec un autre détenu, sous peine de retourner au confinement. En avant, marche! Left, 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 right, right, left, left. La journée se finit sans incident. Mais Edward Ramirez ne s'attendait pas à autant de difficultés. S'il tient le coup encore 2 semaines, il sera libéré. Mais avec une équipe de travail aussi jeune, il sait que tout peut encore arriver. Au quartier détente, le jeu du chat et de la souris continue, entre détenus et surveillants. L'agent McVeigh est particulièrement doué pour découvrir les caches de contrebande, à tel point qu'il a gagné le surnom de Bloodhound, le limier. Dans l'espace ouvert du quartier détente, du tabac peut être dissimulé n'importe où. McVeigh est aujourd'hui accompagné d'un jeune collègue, l'agent Cox, dont il assure la formation. Tout à coup, McVeigh sent de la fumée qui s'échappe d'une détente. Il s'y engouffre pour débusquer les coupables. Tout le monde dehors. Ces détenus fumaient et ils se sont dispersés dans plusieurs tentes. Donc on va toutes les fouiller jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'on cherche. Au cours de la fouille, les surveillants confisquent tous les objets interdits. Tout ça, c'est interdit. Des dominos fabriqués avec du savon. Je vais les confisquer. Pour les détenus, la fouille représente une intrusion qui ne les réjouit guère. C'est tous les jours. Et même si je suis en train de lire la Bible, ils vont l'acheter par terre. Puisqu'on nous filme, je vais dire la vérité. C'est une calamité. Tu me traites de menteur? Non, je vous ai pas traité de menteur. Je vais fouiller jusqu'à ce que je trouve. L'agent McVeigh sait qu'un détenu cache du tabac, et il est déterminé à le trouver. Des fois, ils font un trou dans le matelas, et ils y cachent du tabac ou un briquet. Dans les 2 premières tentes, la fouille ne donne rien. Mais McVeigh ne s'avoue pas encore vaincu. Et la prochaine tente, c'est celle de Ryan Merlina. Occupez-vous de vos affaires, vous autres. Merlina, Tripod et les autres membres du gang doivent attendre, tandis que les surveillants fouillent leurs affaires. Quand ils viennent retourner ma tente à 7h30 du matin comme ça m'énerve. En comparaison avec une cellule de prison normale, le quartier détente offre de nombreuses cachettes inhabituelles. Mais l'agent McVeigh les connaît toutes. Les objets de contrebande peuvent être cachés sous une pierre, dans les plis de la tente ou encore derrière des piquets. L'agent Cox est chargé de fouiller en hauteur. Vérifie les lampes. Le jeune surveillant a trouvé quelque chose. McVeigh? Un petit sac plastique était caché au-dessus de la lampe. Bien joué. Ils le mettent dans des gants pour mieux le cacher. Et puis ils le vendent en échange de rations de nourriture, des barres chocolatées. Encouragé par cette découverte, l'agent McVeigh continue de fouiller. Et il trouve le magot. Un énorme paquet de tabac caché dans un rabat déchiré de la tente. On a retrouvé une bonne quantité de tabac à rouler. Si l'agent McVeigh parvient à identifier le responsable, celui-ci sera mis au confinement, 23 heures par jour, pendant 1 mois. Une telle quantité de tabac vaut plus de $100 à l'intérieur de la prison, une somme largement suffisante pour déclencher des représailles. Si Ryan Merlina ou son nouvel ami Tripod sont impliqués, ils risquent de gros ennuis avec les autres membres du gang.
Quand on retrouve ce genre de choses, on surveille la tente de près ensuite. Parce que le détenu qui a perdu une telle quantité de tabac va avoir une dette. Sauf si c'est lui qui l'a introduit. Donc ce détenu doit se demander maintenant s'il va devoir payer ou s'il va recevoir une correction. C'est difficile à dire. À sa place, je serais très nerveux. La tente de Merlina va être étroitement surveillée dans les jours à venir. Et le jeune détenu réalise peu à peu que la protection du gang risque de lui coûter cher. Les 12 ans de prison sont une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. D'abord c'est du tabac, ensuite des couteaux, de la marijuana, de la méthamphétamine. Ça empire progressivement s'il voit qu'on se relâche. L'agent McVeigh va alerter l'unité de renseignement de la prison, ainsi que le SORT. Et les surveillants vont continuer de mettre les détenus sous pression jusqu'à ce qu'ils trouvent le coupable. Ce jour-là, l'unité du sergent Herbie sera prête à continuer de mettre les détenus sous pression jusqu'à ce qu'ils trouvent le coupable. Ce jour-là, l'unité du sergent Herbie sera prête à intervenir. Edward Ramirez a rejoint la chaîne de Forçat depuis 3 semaines. Les conditions de travail sont très dures. Mais la tâche qui l'attend aujourd'hui va se révéler plus difficile que tout ce qu'il pouvait imaginer. Les prisonniers doivent enterrer des corps dans le cimetière des indigents à la limite du désert. On va enterrer des indigents. Donc ça veut dire qu'on va leur servir de famille. Ils n'ont pas de proches. Ou alors ils étaient SDF. On sera leur famille aujourd'hui. Les détenus déchargent les cercueils, puis ils les portent jusqu'aux tombes. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Une nouvelle journée de dur labeur, dans une atmosphère lugubre. Edward Ramirez paraît déstabilisé par le prochain enterrement. Le défunt est un bébé, abandonné par ses parents. Cet enfant avait 3 mois et il est né le 23 mars 2007. Prions maintenant pour tous les enfants du monde. Si certains d'entre vous ont des enfants, pensez à eux. Et pensez à tous ceux qui subissent de mauvais traitements ou qui sont abandonnés, comme ce bébé. Priez pour qu'un jour, la violence prenne fin en ce monde. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ça nous a tous émus. On a enterré un enfant ce matin. C'était difficile, très émouvant. J'ai 4 enfants qui ont de 4 à 11 ans, donc ça m'a touché personnellement. Depuis son incarcération, Ryan Merlina n'a pas vu sa famille. Mais il a reçu de bonnes nouvelles aujourd'hui. Sa mère, qui avait coupé les ponts avec lui après son arrestation, a décidé de renouer le contact. Elle est venue lui rendre visite pour la première fois. Je suis nerveux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ryan sait que pour jouer son rôle de père, il va d'abord devoir convaincre sa famille qu'il est digne de confiance. Salut. Ta bonne mine. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu en aussi bonne forme. Je t'aime. Moi aussi. Comment ça va? Mieux que toi, on dirait.
Comment va le bébé? Très bien. Je t'ai apporté plein de photos, mais apparemment, tu n'as le droit d'en garder que 5. Choisis celle que tu veux. Ce sont les premières photos que Ryan voit de son fils de 2 mois. Il est roux. Il est mignon. Adorable. Il a le nez du père de Lisa. Vraiment? Il est trop mignon. C'est vrai. Presque autant que tu l'étais. À la vue des photos, Ryan est sous le choc et sa mère lui rappelle pourquoi il doit absolument se reprendre en main. Je ne sais pas si tu es au courant, Ryan, mais j'ai fait des bêtises avant de tomber enceinte de toi. Et j'ai changé pour pouvoir m'occuper de toi. Alors je prie pour que tu fasses la même chose, que tu changes de vie pour ce petit garçon. Tu vas être un super papa, et tu vas être là pour lui, pas comme ton père à toi. Je vais changer. En parlant de papa, tu lui as parlé récemment? Non? Je ne sais même pas s'il sait que tu es là. Ryan, je t'aime, mais je suis désolée de ne pas t'avoir mieux protégé quand tu étais petit et que tu aies dû subir tout ce que tu as subi. Et que tu te retrouves ici maintenant. C'est pas ta faute, maman. Je t'aime. Moi aussi. Dis-lui que je l'aime. Elle et toute la famille. Promis. Et toi, écris-moi. D'accord, je t'aime. Embrasse-moi. Je t'aime. Fais-moi un bisou. Je t'aime. Moi aussi. Le jeune homme retourne à sa tante, déterminé à sortir de prison le plus vite possible pour le bien de son fils. Mais même s'il décide de changer de vie et d'amis, des événements déjà en cours risquent de lui valoir une mise au confinement. Grâce aux informations fournies par un détenu, 2 agents de l'unité de renseignement ont en effet découvert une énorme cache de tabac dissimulée dans une benne à ordures. Les surveillants pensent que cette contrebande appartient à 2 membres du gang ethnique blanc. Il y a du tabac dans celui-là aussi. Chaque paquet représente 20 ou 25 $. C'est l'équivalent d'une Cadillac ici. Pour l'unité de renseignement, c'est une découverte majeure qui permettra peut-être de démanteler le trafic. Le lendemain, dans une salle de réunion, le sergent Herbie et son équipe sont informés de la situation. L'unité de renseignement leur communique des photos des suspects, au premier rang desquels les membres du gang blanc. Tous doivent être fouillés par les hommes du SORT. Si l'un d'entre eux a du tabac sur lui, il sera immédiatement mis au confinement. Ces 4 individus introduisent de la contrebande. J'ai donné les photos à mes agents. Ils savent qui sont les individus ciblés et on va les faire sortir immédiatement. Une fois que ces individus auront été identifiés et isolés, l'agent Chavez fouillera leurs affaires. On les identifie et on les fait sortir en caleçon avec leurs sandales. D'accord? C'est parti. Armée de fusils à pompe et de gaz lacrymogène, l'unité spéciale entre en action. Fouillez-moi cette tente. « 3 heures de l'après-midi. L'équipe du sergent Herbie encercle la première tente qui doit être fouillée. À terre, les mains sur la tête, tout de suite! Les détenus sont pris au dépourvu. Le SORT isole 4 suspects. Emmenez-les. Mais ce n'est pas encore fini. Les surveillants pensent en effet qu'il y a du tabac dans la tente de Ryan Merlina. Cette tente-là. Le jeune détenu a déjà subi une fouille depuis son incarcération, mais c'est la première fois qu'il assiste à une intervention en force du SORT. Debout sur la couchette! Debout!
Merlina doit se déshabiller et quitter la tente. À l'extérieur, il est soigneusement fouillé. Tourne-toi. Ouvre la bouche. La tête en arrière. Ouvre. Peu de temps après, Ryan est rejoint par un autre membre du gang, Tripod, qui semble avoir du mal à obéir. Tu m'écoutes pas? On m'a dit de rester là. Qui a dit ça? Un gardien. Je m'en fiche. Tu m'as entendu, oui ou non? Non. Tu gardes les mains sur le grillage et tu bouges pas, compris? J'ai compris. C'est clair? Oui, oui. C'est oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous gardez les mains sur la tête. Vous restez sur une ligne et vous allez à la salle commune. C'est parti. Une fois les tentes vides, la fouille continue. Ryan ne peut qu'attendre, en espérant que les surveillants ne trouvent rien dans sa couchette. Son avenir en dépend. C'est réglé comme une horloge. On sait ce qu'on a à faire, on a l'habitude de faire des fouilles. Le sergent Herbie a suffisamment d'expérience pour savoir que la contrebande peut être cachée n'importe où. Lui et son équipe sont prêts à fouiller les moindres recoins. Fais attention. Si on trouve quelque chose, le responsable sera mis au confinement. Et s'il nous fait des ennuis, on a de quoi s'occuper de lui. Laisse le stylo tomber par terre pour voir. À vos ordres. Ouvre ça. Du sucre? Oui, on dirait. Ouais, c'est du sucre. C'est interdit ici. Le shérif a interdit le sel, le poivre et le sucre. C'est interdit. Après une fouille minutieuse de 3 heures, aucune cache de tabac n'a été trouvée. Une fois encore, le gang s'en tire à bon compte. Mais les détenus comme les surveillants savent que ce raid du SORT ne sera pas le dernier. Ils ont vu qu'on est venu en force et souvent les détenus oublient qu'on a autant d'hommes, voire plus, prêts à intervenir ici à tout moment. Donc les choses vont se calmer pendant au moins 2 ou 3 semaines. Et puis ils vont se dire, ok, ils sont plus là, on peut recommencer notre petit jeu. Et d'ici 1 mois ou 1 mois et demi, on reviendra. Pour Ryan Merlina, le raid est resté sans conséquence. S'il réussit à éviter les ennuis pendant 90 jours, il quittera la prison pour entamer un programme de désintoxication de 2 mois. J'ai appris qu'on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe. Le SORT arrive et ils font ce qu'ils veulent. Ils fouillent au hasard. Ma stratégie, c'est d'obéir aux surveillants, de respecter le règlement et de rester dans mon coin pour éviter les bagarres et les ennuis. J'ai hâte de sortir d'ici. La visite de sa mère et les photos de son fils ont donné à Ryan quelque chose à quoi se raccrocher. Mais durant 3 mois encore, le jeune détenu va se trouver chaque jour pris entre 2 feux, partagé entre les attentes des autres membres du gang et son obligation de respecter la discipline de la prison. Pour Edward Ramirez, les vicissitudes de la vie carcérale appartiennent désormais au passé. Sa peine de 4 mois est en effet terminée. Ramirez, sors. Date de l'arrestation? 30 décembre 2006. Si Edward Ramirez a peu de chances de se réconcilier avec son ex-femme, il a hâte de retrouver ses enfants pour rattraper le temps perdu. La porte devant toi va s'ouvrir automatiquement. À ce moment-là, tu vas jusqu'à la porte suivante. Quand tu entends un clic, tu appuies sur le bouton et tu sors par la gauche. D'accord? Edward Ramirez a prévenu toute sa famille de sa libération. Il ne s'attend pas à voir son ex-femme, mais il espère que ses parents l'attendent dehors pour l'accueillir. Il n'y a personne. Ma famille me manque énormément. Et je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver.
Mais mes enfants seront toujours là pour moi. C'est ça qui m'a poussé à décider de changer de vie. C'est un peu trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. À l'extérieur, Edward Ramirez est seul pour affronter un avenir incertain. Ce qui est sûr, c'est que de nouveaux détenus vont arriver dans les prisons de Phoenix et que les surveillants tenteront de leur imposer la discipline. Ainsi, la guerre des nerfs continuera-t-elle dans l'enfer de la prison, au milieu du désert. On est tout le temps regardé, épié. Pour moi, ça a été sans doute la chose la plus difficile à vivre, c'est ce manque de privé. Il n'y a rien de... Tout est tout le temps épié, tout le temps regardé. Un côté très malsain. Voyeuriste, mais pas dans le bon sens. Alors, quand on voulait aller aux toilettes, dans la même cellule, disons que le toilette est là, on mettait un drap qu'on accrochait au carreau. Donc on mettait le drap et on le mettait comme ça. Donc comme ça, il y avait une sorte de paravent et la personne, bon, a regardé dehors et vous allez aux toilettes. Au même titre, quand on a des plaisirs sexuels, c'est dans le même fonctionnement, puisqu'on doit se poser la question, donc j'y réponds. Moi, j'aurais bien aimé être dans la tente. Voilà ce que ça m'évoque. Même s'il fait 60 degrés, le fait d'avoir une vue, du visuel, un espace de liberté, un espace sur la longueur. Tout ce qui est conditions prison sont lockdown, donc c'est confiné, il n'y a pas d'espace. Par exemple, les fenêtres ont des tôles qui sont mis, enfin une plaque de fer qui sont mis avec des petits trous. Donc il n'y a pas de vie, on ne peut pas voir l'extérieur et c'est grillagé. Donc c'est des conditions, en plus il y avait les towers, donc shotgun, c'est super max, donc tout est serré, tout est contrôlé, tout est... Voilà. Dans les prisons américaines, on a le droit à 200 minutes qui sont payantes. On peut appeler sa famille, bien sûr, tout est sur écoute. C'est ATS, c'est privé. Et d'ailleurs, les communications sont plus chères en milieu carcéral qu'à l'extérieur. Je crois que c'est 75 cents la minute, beaucoup plus cher qu'à l'extérieur d'un payphone. J'ai connu des prisons où on pouvait fumer. Ensuite, là, il y a une loi, décret fédéral qui a été, dans tout le système fédéral, on ne pouvait pas fumer. Ça coûtait énormément cher à l'administration américaine pour les soins, puisque les gens avaient des problèmes pulmonaires, problèmes de respiration, problèmes cardiaques. Ils se sont rendus compte dans la healthcare que ça coûtait beaucoup trop d'argent. Donc ils ont stoppé le tabac. J'étais très maigre quand je suis sorti de prison. J'ai perdu beaucoup parce que les gens, on mange pas, c'est plus du tout la même alimentation. Et on fait beaucoup plus de sport. Donc j'ai perdu, je ne sais pas, mon poids, je pense que 70-72 kilos, je me suis retrouvé à 59-60 kilos. Les visites durent 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Ensuite, 3 fois par mois. Pas d'attouchement pendant la visite. On peut embrasser sa femme à l'arrivée et à la sortie. Pour les prisons fédérales, oui. State prison, on a le droit au conjugal par mois, dans un trailer, 3 jours par mois. Ben moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que non seulement les amis que j'avais sont venus me voir en prison pendant toute mon incarcération, et j'avais beaucoup de contacts, donc disons que j'étais pas isolé par ça. Mais à la fois, c'était dur parce qu'à chaque fois, ça vous rappelle cette belle liberté qui est dehors. Donc c'est toujours un peu dur.